le face-à-face. Jean-François Kahn, qui n'est autre que l'invité d'André Berkoff, fondateur de l'événement du jeudi, fondateur de Marianne aussi, et auteur de ce livre, Droit dans le mur, publié chez Plon. Alors oui, Jean-François Kahn, publié chez Plon, Droit dans le mur. D'ailleurs, je sais que dans la dédicace que vous m'avez faite, effectivement, vous pensiez à raccrocher, c'est une erreur. En fait, c'est pas seulement une erreur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous savez, on vit quelque chose on l'a vu depuis les Gilets jaunes et même avant. Il y a une espèce, tout le monde, l'impression qu'on a, et je ne vais pas refaire l'inventaire, vous avez fait un livre abondant, remarquable d'ailleurs, parce que vous faites l'inventaire de tout ce qui se passe depuis des décennies, et on a l'impression des erreurs. Des erreurs, oui, absolument. Et j'allais vous dire, vous aurez dû intituler votre livre « Raccrocher, c'est une horreur », parce que des erreurs accumulées, ça devient une horreur. C'est ça, absolument. C'est ça. Ouais. C'est que l'erreur non reconnue incite à la recommencer, le recommencement est une horreur. Alors, justement, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en lisant votre livre, vous parlez d'énormément de choses, vous remontez même à Guy Mollet à des moments, enfin, vous allez loin, mais il faut le faire. Mais alors, c'est vraiment la question que je me pose et qu'on pose toujours. Comment ça se fait que des gens qui ne sont pas complètement imbéciles, qui ne sont pas demeurés, qui sont souvent des gens qui ont une certaine, et vous en avez rencontré, et moi aussi, mais qui sont des gens qui ont une certaine lucidité, comment ça se fait qu'il y a alors des erreurs différentes, mais cette auto-perpétuation dans l'erreur? Est-ce que c'est lâcheté, pusillanimité, aveuglement, quoi? C'est quoi? Vous savez, il y a, quand on commet une erreur, d'abord, on le fait souvent en toute bonne foi. Si on commet une erreur en sachant que c'est une erreur, c'est pas une erreur, c'est un mensonge. Oui, c'est une escroquerie. Ça arrive aussi, hein. Non, mais moi j'ai écrit sur le mensonge. Ouais, j'ai dit que le mensonge, c'est la protection de l'erreur qu'on veut pas reconnaître. L'erreur, on est de bonne foi. Simplement, tout à coup, on s'aperçoit que par rapport au but, c'est une catastrophe. C'est ça l'erreur. Par rapport à l'objectif, c'est une catastrophe. Oui, et à ce moment-là, on ne veut pas l'admettre parce qu'on considère que tout votre système qui vous a incité à ça va s'écrouler. C'est ça. Je vais vous donner un exemple qui est frappant parce qu'il se trouve que c'est au cinéma. Il y a un film qui s'appelle J'accuse. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Sur l'affaire Dreyfus, je l'ai vu. C'est un très beau film. Très, très beau film, remarquable. On va rentrer avec la connerie de dire qu'il faut le boycotter. Oui. À cause de, ça, c'est le politiquement correct. Oui, mais c'est effarant. Ridicule, oui. Et il y a des endroits où on a interdit le film. Oui, absolument. Montre quand même, on est dans un système. Bon, très bien. Dans l'histoire de Dreyfus, ils étaient de bonne foi quand ils condamnent Dreyfus. Sincèrement, ils croyaient qu'il était un espion, c'est pas un problème. Et on pouvait croire que c'était un espion. Ouais. À un moment, on est sûr que c'est pas vrai. Non seulement on est sûr que c'est pas lui le coupable, mais on connaît le coupable. C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire. Oui. Le coupable, on le connaît, il s'appelle Esterhazy. On va le juger, et lui va être acquitté à l'unanimité. Pourquoi? C'est l'idée, mais si on reconnaît qu'on s'est trompé, tout notre système va s'écrouler. Voilà. Et c'est toujours ça. L'honneur de l'armée à l'époque, c'est l'honneur de l'armée, etc. Mais voilà, c'est toujours ça. Pensez que et la gauche, par exemple, dans ses non-dits, dans ses erreurs, c'est ça. Ça se passe pas comme on a dit, c'est une catastrophe. Oui, mais si on le reconnaît, toutes nos valeurs, tous nos systèmes mentaux, faut le remettre en cause. Non, mais attendez. Et on va pas le remettre en cause. Attendez, Jean-François Kahn, vous en parlez énormément dans ce livre, mais prenons la gauche. Vous venez de parler de la gauche. Mais la gauche était censée, je veux dire, depuis... Pas les gauches, parce que ça n'existe pas, la gauche. Pardon? Les gauches, parce que... Les gauches, oui, absolument. D'ailleurs, moi, je crois que les gauches, même, elles n'existent plus. Mais même la droite aussi, enfin, les droites. Mais non, je voudrais revenir à ça. Qu'est-ce qui fait que les gauches étaient, en principe, devaient défendre le peuple, etc., fallait réprouver, les oublier, etc. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, là, c'est plus que l'erreur, se sont totalement éloignés en disant non, c'est plus notre problème. Et bien avant Terra Nova, bien avant de s'occuper des immigrés et des minorités. Terra Nova, je suis le seul à avoir, ou pas le seul maintenant, mais je suis le premier à avoir écrit un article pour montrer la folie du texte de Terra Nova. C'était passé comme une lettre à la poste. Où ils ont dit, ne vous occupez plus de la classe ouvrière. Nous n'avons plus. Terra Nova, c'est pas des imbéciles non plus. Non, exactement. C'est la tendance rocardienne du PS. Ils font une étude que la presse de gauche trouve tout à fait intéressante et tout, en disant, écoutez, le peuple, il vote Front National. Les ouvriers votent Front National. Voilà, donc... Ils sont irrécupérables, ils sont devenus sales. Donc jetez les ouvriers. Donc on les jette, il faut les remplacer. Donc on va les remplacer par les immigrés, les homosexuels, voilà. Les minorités, quelles qu'elles soient, etc. Moi j'ai écrit, je me souviens, dans une vie professionnelle, il y a des choses dont on est fier, puis il y a des choses où on s'est trompé. Moi je reconnais d'ailleurs des erreurs dans ce livre. Journalisme, mes propres erreurs. Quand je dirigeais les nouvelles littéraires, il y a eu... que vous en souvenir, mais beaucoup de vos auditeurs s'en souviendront pas, l'affaire
du bulldozer d'Ivry. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les communistes avaient envoyé des bulldozers pour détruire le foyer d'immigrés d'Ivry. C'est-à-dire une ville bourgeoise, Saint-Maur, veut plus d'émigrer, veut pas d'émigrer. Alors les bourgeois ne veulent pas. Et donc les envoie vers la ville proche, qui est Ivry, une ville communiste populaire. Là, les pauvres doivent aller vers les pauvres. Hein, les immigrés vers les pauvres. Donc déjà, ils n'ont pas de pognon, mais enfin bref. Et le maire communiste d'Ivry envoie des bulldozers pour détruire le foyer pour que ces immigrés de Saint-Maur ne viennent pas chez lui. Et à ce moment-là, une levée de boucliers de toute la gauche morale, de toute la gauche disant quel honte, salaud, etc. Alors que la gauche ne va pas les recevoir chez eux, les migrants. Absolument. On est bien d'accord. Et moi, alors que vraiment on ne pouvait pas me soupçonner d'avoir des sympathies pour le Parti communiste, j'ai dit, la méthode du bulldozer est condamnable, mais sur le fond, ils ont raison. Mais vraiment, je crois avoir été le seul à écrire. C'était dans les années raison. 80, ça, je crois. Hein. Oui, c'était vers... À peu près, oui. Oui, c'est ça. Si, à peu près. Et sur le fond, ils ont raison. Parce que envoyer la pauvreté vers la pauvreté, ça veut dire c'est l'apartheid, c'est la ghettoisation généralisée. Très bien. La pression était telle de la gauche bien pensante, que les communistes sont craqués. Ils ont fini craqués. Au même moment, ils avaient dénoncé un trafic de drogue, et il se retrouve que le mec qu'ils avaient dénoncé, c'était un Marocain. Alors là, c'est pareil, salaud, raciste, etc. Ils ont craqué. Ils ont abandonné ça. Et ça a été une double catastrophe. D'abord, ils se sont écroulés, parce que on pouvait penser ce qu'on voulait des communistes. Mais ils exprimaient ça. Les sentiments sécuritaires. Georges Marchais, vous rappelez, avait fait un discours là-dessus. Incroyable. Arrêtons l'immigration clandestine comme officielle. Exactement. Voilà. Donc c'était la seule partie à gauche qui parlait de la sécurité, qui parlait d'immigration, qui parlait d'identité. Il fallait qu'il y en ait un peu. Ils ont renoncé. Ils se sont écroulés et leur électorat était vers le Front National. Tout à fait. Finalement, voilà ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, puisque les peuples n'est plus avec nous, alors tout à coup on découvre un mot formidable, populisme. C'est-à-dire le peuple c'est le mal, c'est sale. Et ça, ça devient la stigmatisation populiste. Ça a été terrible. Le saut de l'infamie. Terrible, terrible. Mais alors comment vous expliquez, alors Jean-François Kahn, vous suivez tout ça depuis très longtemps comme journaliste, comme essayiste, comment vous expliquez qu'on en arrive à ce que ce parti communiste, qui fait 2% des voix aujourd'hui, mais pas seulement lui, aille à la marche contre l'islamophobie, rejoindre des islamistes militants, des islamistes radicaux. On en arrive à croire. C'est la chasse à l'électoralisme de base, de caniveau, c'est quoi? Je sais pas, oui, il devait y avoir des communistes. Le Parti communiste n'est... Comme vous le dites, il est très faible, il n'existe, mais c'est la même chose avec les insoumis. C'est pire que les insoumis, c'est pire. Hein, la France insoumise, oui. La France insoumise. Enfin, Mélenchon avait fait 20% quand même au présidentiel. Oui, pas mais loin. la dernière fois, il a fait 8%. Or, leur force aujourd'hui, c'est dans les banlieues. Et dans ces banlieues, de plus en plus, il y a une population musulmane, parfois même majoritaire, mais même extrêmement importante. Et donc, ils considèrent qu'il faut coller à cette population musulmane, mais au lieu de dire... Mais peut-être qu'il y a une façon de coller, c'est de condamner justement l'intégrisme. C'est de se faire le porte-parole de ces musulmans qui résistent et qui se font tuer par centaines de milliers partout dans le monde pour lutter contre l'islamisme. Eux, ils croient que pour pouvoir se rallier à cette population musulmane, il faut être complaisant, relativement complaisant, avec une certaine tendance islamique. Erreur fatale. Terrible. Donc, comme erreur des communistes qui ont reculé au moment du bulldozer d'Ivry. En fait, on continue les mêmes erreurs. Oui. C'est le droit dans le mur que vous décrivez et qui est quand même assez hallucinant. Juste un mot. Vous dites d'ailleurs, c'est le sous-titre du livre, de nos erreurs et du refus de les reconnaître. Ce refus de les reconnaître, est-ce que c'est par, je dirais, non, mais justement, moi, que celui moi, je ne fais pas d'erreur, je ne fais jamais d'erreur, j'ai eu raison contre tout le monde, et si j'ai pas eu raison, c'est les autres, il faut dissoudre le peuple, justement, qui nous gêne. Non, c'est quoi? Moi, regardez, quand Bernard-Henri Lévy a plaidé pour l'intervention en Libye. En Libye, oui. Il l'a fait pour des raisons respectables. Je ne nie pas que c'est des raisons respectables. C'est un dictateur, Kadhafi, c'est affreux, etc. Bon, il se trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe absolue. Mais Bernard-Henri Lévy, je lui ai demandé, est-ce que tu reconnais ton erreur? Non. Il a dit non. Impossible. Oui, non. Oui, on peut réfléchir un peu. Mais moi, je vais vous dire, par exemple, ce livre-là, il interpelle aussi bien la droite que la gauche. Enfin, les erreurs de droite que de gauche. Bon. Mais la gauche, c'est vraiment... Parce que, excusez-moi, vous avez fait le Parti socialiste. Monsieur Benoît Hamon. Ouais. Benoît Hamon. Au moment où il se représente, le Parti socialiste, il a la présidence, il a le Parlement, il a des régions, il a des départements. C'est lui qui a le plus de pognon parce qu'il est le parti principal, etc. Absolument. 6%.
Jamais dans l'histoire de France, même sous Louis-Philippe, même sous Napoléon III, la gauche n'avait fait si peu. Donc, on dit, mais quelle erreur on a commis? Quelle erreur? Pas du tout, il a donné les leçons. Il a donné les leçons aux autres. Et en plus, il a quitté son parti alors qu'il l'avait planté. C'est quand même ahurissant. Mais là, bon, je parle de tout ça. Donc, normalement, et tout ce qu'on a dit, ça interpelle la gauche, mon livre. Ça interpelle la droite, mais ça interpelle la gauche. Je veux dire, posez-vous des questions, regardez les choses en face. Eh bien, depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire, c'est quelques jours, jours, pratiquement tous les médias qui sont ou de droite, ou de centre-droit, ou de centre, ou indépendants, ou neutres, ou sans parfum, j'en sais rien, m'ont demandé, m'ont invité encore. Il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas un média de gauche qui m'a demandé qu'on en parle et qu'on en discute. Ben, on n'aime pas les miroirs qui réfléchissent, vous le savez bien. On continue avec Jean-François Kahn après une petite pause. Et nous continuons avec Jean-François Kahn, droit dans le mur, un inventaire coruscant, un inventaire provocateur et au bon sens du terme de ces erreurs des politiques, des intellectuels, du refus de les reconnaître. Et surtout quand même, parce on se dit, mais aujourd'hui, on va pas dire c'était mieux avant, c'est pas le problème. Mais enfin, il y avait des polémiques qui étaient extrêmement fortes. Mais ça a toujours été en fait. On peut vous dire, Jean-François Kahn, attendez, ce que vous dites. Rappelez-vous quand même les intellectuels pro-soviétiques. Il ne fallait pas désespérer Billancourt. Staline, le grand Staline, avait toujours raison. Et puis après, il y a eu Et après, c'était le tiers-monde. Après, c'était les Cubains, les Vénézuéliens. Est-ce qu'il n'y a pas eu toujours, en tout cas, une partie de la gauche, on parlera de la droite après, une espèce de sacralisation on cherche l'opprimé, on cherche le prolétaire, on cherche la population messianique qui va nous sauver. Est-ce que ça n'a pas toujours été ça? Et encore aujourd'hui, dans la débandade, est-ce que ce n'est pas encore toujours ça? Oui, mais il y a une chose qui est très frappante. Il y a un certain nombre d'intellectuels, en effet, mais pas que d'intellectuels, qui ont été fascinés par Staline, disons. Bon. Et puis, ils ont compris. Ils se sont dégrisés. Ouais. Et tout à coup, ils étaient fascinés par Mao. C'est vrai. Les mêmes, attends. Ils ont changé de tenue. Attends, les mêmes. La première fois, on veut bien, on peut, on soit d'accord. Deuxième fois, Mao. Bon. Et maintenant, alors, vous avez... Alors, je ne peux pas comparer. Mais par exemple, vous avez une jeune fille, une petite fille quasiment, qui parle d'écologie. Oui. C'est très frappant. Je trouve formidable que cette jeune fille à cet âge dise des choses, et cette aura et tout ça, c'est pas un problème. Ça me touche. Enfin, ils se mettent à genoux comme si c'était de nouveau un gourou, et que c'était la science incarnée. C'est aussi ridicule. Maintenant, pour la droite, je vais vous dire, il y a eu en 1937, il y a eu une pétition. Je crois, non, c'était en 1937. Oui, je crois que vous en parlez dans votre livre. Il y a une pétition pour soutenir l'intervention de Mussolini en Éthiopie. Mais tu avais tous les grands intellectuels de droite de l'époque, dans la pétition. Oui, c'est vrai aussi. Non, mais ils sont pas. C'est pas mieux. Simplement, la droite a été depuis 50 ans quand même un peu traumatisée, tétanisée par la gauche. C'était le cobra, c'est-à-dire en fait la gauche a le monopole des bonnes idées, de la vertu, de la bien-pensance, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que mais attendez, il faut être juste aussi. Il faut pas. En ce qui concerne Mao, Staline, etc., il y a eu beaucoup d'intellectuels, beaucoup qui ont plongé, c'est-à-dire qui n'ont pas fait leur autocritique, y compris certains, Glucksmann, qui sont passés à droite. Glucksmann, qui était le maoïste, les Solaires, c'est compagnie. Solaires, qui était maoïste, etc. Mais il y a eu aussi une gauche totalement anti-stalinienne. Et il y a eu une gauche qui n'a jamais été maoïste. De la même façon qu'il y a une droite qui n'a jamais été fasciste. Vous voyez, il faut aussi... faut pas non plus... Et de ce point de vue-là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Epstein, Un paradoxe français, qui explique très bien sur la collaboration et la résistance, que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'était pas la gauche résistance et la droite collabo. Mais surtout, il montre qu'il y a des anti-Dreyfusards qui ont été collabos. Absolument. Qui sont passés à la Waffen-SS. Mais vous savez pourquoi j'aime beaucoup le film de J'accuse? Ouais. Parce que son héros n'est pas Dreyfus. D'abord, Dreyfus n'est pas sympathique dans le film. Non, absolument. Pas du tout sympathique. Son héros, c'est le colonel Picard, celui qui montre que Dreyfus était innocent. Or, Picard est antisémite. Et je trouve ça formidable. Il est antisémite, oui, d'accord, je suis antisémite, mais il est innocent. Mais la raison, il ne se laisse pas aller à ses instincts. C'est en ce sens que c'est un modèle. Mais alors justement, aujourd'hui, vous savez, Jean-François Kahn, je vous rappelle, vous avez beaucoup
vous vous êtes beaucoup battu pendant des années aussi pour le centre. Vous voulez, on vous avait qualifié de stalinien du centre à un moment donné. Non, c'était l'époque Bayrou, mais pas seulement Bayrou. Et vous disiez, effectivement, mais de ce point de vue, vous n'aviez pas tort. Vous disiez, attendez, la gauche et la droite, telles qu'elles existent aujourd'hui, ça ne va plus. Est-ce que Macron en fait, à l'insu de son plein gré, a réalisé cette espèce de rupture, de cassure, après on pourra dire ce qu'on veut de Macron, mais entre cette gauche et cette droite, qui effectivement ont l'air de ne plus exister aujourd'hui. Enfin, je parle politiquement parlant. C'est-à-dire, il a profité de ce rejet et de cette faillite de la droite existante et de la gauche, ça c'est tout à fait clair, et sa dynamique a contribué à accentuer la décomposition de la gauche et de la droite. Mais enfin, c'est pas ce que j'entendais. Moi, l'idée que ce que je défendais, c'était ce que j'appelais un centrisme révolutionnaire. J'ai dit, c'est un centrisme. C'est-à-dire, on a vu ce que c'était l'échec total de la centralité de l'État. Ça a été effrayant. Tous, on vient de parler, le stalinisme, le maoïsme, etc. On est en train de voir ce que représente la centralité de l'argent. C'est-à-dire faillite de la centralité de l'État. Alors, on met à la place de l'État, on met l'argent. Mondialisation totale et tout. Il faut aujourd'hui qu'on retrouve qu'on repense une centralité de l'humain dans toutes ses dimensions, ce que le socialisme apportait de mieux et le libéralisme de mieux, au service duquel on met et l'État et l'argent. C'est ce que j'appelais un centrisme révolutionnaire. Mais Macron, lui, a choisi la centralité de l'argent plutôt. Ah oui, lui, c'est un libéral. argenté quand même. Mais c'est un vrai libéral. Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut du libéralisme. Je ne suis pas... mais vous y croyez encore, ce centrisme révolutionnaire, aujourd'hui, Jean-François Kahn, franchement? Non, j'en crois comme aspiration. Je continue à aspirer à ça. Il y a pas je ne vois pas d'autre solution. Vois pas d'autre. Et je vais vous dire une chose en plus. Si j'avais 30 ans, je serais enthousiaste parce qu'on peut le faire, cette centralité de l'humain. Réfléchir à une société où on centralise l'humain. Malheureusement, j'ai pas 30 ans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas, vous écrivez. C'est déjà ça. Mais ce qui est intéressant dans le centrisme, en revanche, tel qu'on le vit, c'est-à-dire comme Macron incarne, et ça c'est complètement négligé, c'est qu'on est dans un élément absolument nouveau. C'est que jusqu'à présent, par exemple, Macron est très, très détesté. Oui, très. C'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, quand Sarkozy était détesté, très détesté, il était détesté par la gauche, mais il y avait toute une fraction de la droite qui l'aimait beaucoup. Beaucoup, énormément. Quand Hollande était détesté, il était détesté par la droite, et méprisé à gauche, mais pas détesté. Ils n'osaient pas le haïr à gauche quand même, etc. Là, on a un cas tout à fait limite, où, parce qu'il est ce qu'il est, il est détesté par l'extrême droite et la droite, par la gauche et l'extrême gauche. C'est ça la nouveauté. En fait, vous dites que le progrès, c'est que Macron est détesté par tout le monde. Non, parce que quand Macron fait, 29% et 30% dans les sondages, c'est extraordinaire en même temps. Quand on y réfléchit. Ça veut dire que 70% quand même... D'accord, mais on vous aurait dit en France que quelqu'un qui a contre lui toute la gauche, toute la droite, toute l'extrême, toute la droite, peut quand même avoir pour lui 30%, c'est beaucoup encore. Oui, mais attendez, si ça se passe comme ça... Vous avez raison, la majorité est largement contre. Mais... Quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, c'est que Macron, quand même, a effectivement, sous le couvert de Nouveau Monde, etc., moi, je n'ai pas l'impression, Jean-François Kahn, et je ne pense pas que vous pensez, Macron ne représente pas le Nouveau Monde, il représente quand même un monde très codifié, quand même. Il ne représente pas le Nouveau Monde, ne serait-ce que parce que, encore une fois, moi, j'ai fait un débat avec lui assez tendu avant les élections. Et j'insiste beaucoup, outre ce que je vous ai dit sur centrisme révolutionnaire, j'ai toujours insisté sur la différence entre libéralisme et néolibéralisme. Qu'il y a la même chose, extrêmement positif dans le libéralisme, il faut dire les choses, la liberté, qu'en revanche, le néolibéralisme, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, quelque part. Et lui, il m'a dit qu'il ne voyait pas la différence, que pour lui, il ne voit pas, non, il y a un libéralisme, point final, il n'y a pas un libéralisme et un néolibéralisme. Le libéralisme est l'horizon indépassable de son temps. Mais dites-moi alors, est-ce qu'on va, on va pas faire je vais pas vous demander de jouer les voyants et le marque de café, mais quand même, vous dites, on va droit dans le mur. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Ça veut dire, est-ce qu'on va, franchement, est-ce que, comme d'habitude en France, et vous connaissez l'histoire de France aussi bien que moi, au moins, est-ce qu'on ne va pas vers des affrontements avant qu'il y ait des réformes? Je suis censé la connaître mieux que vous, parce que je suis historien de formation. C'est vrai, oui. Allez, je vous l'accorde. Non, mais est-ce que, franchement, la France n'a-t-elle point fait toujours de réformes après des révolutions, après des bouleversements? Donc là, droit dans le mur, est-ce qu'on va vers, je ne dirais pas une révolution, mais vers des affrontements assez forts? Non, mais d'abord, droit dans le mur, le titre est contestable. J'aime bien ce titre, mais en fait, c'est droit dans le mur, point de suspension, si.
On va dans le mur. C'est pas point d'interrogation, voilà, point d'exclamation. Pardon. On va droit dans le mur. Si, malheureusement, tout ce que je vois, ne serait-ce que il faut, au fond, il faut qu'on admette, qu'on revoie nos erreurs, tant qu'on va les recommencer. Il faut qu'on voit les erreurs, qu'on pointe nos erreurs. Et qu'on se pose la question, pourquoi on les a commis, pour pas les recommettre. Si on ne le fait pas, et aujourd'hui on ne le fait pas, alors oui, on va droit dans le mur. Oui, mais dans ce cas-là, justement, je vois pas qu'on les fasse. Moi, je suis plus pessimiste que vous là-dessus. Je pense pas qu'on les fasse. Moi, par tempérament, je refuse d'être pessimiste, de toute façon. Ouais. Non, mais vous avez raison. Ça s'appelle l'optimisme révolutionnaire. Non, non, mais juste un mot. Après, on va parler avec nos auditeurs. D'ailleurs, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des questions sûrement pour vous. En fait... Est-ce qu'aujourd'hui, parce que beaucoup de gens vous parlent, l'homme providentiel ou la femme providentielle, etc. Vous croyez à une incarnation qui arriverait et qui justement amènerait ou ce centrisme révolutionnaire ou cette humanité ou cette alliance du social et du libéral qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est une incarnation qu'on attend? Vous me posez la question, mais vous connaissez la réponse. Pour l'instant, on ne le voit pas. Maintenant, jusqu'au jour où ça apparaît, on ne le voit pas. Je veux dire, De Gaulle avant De Gaulle, il n'y a pas De Gaulle. Tu voyez, la veille, il n'y a pas De Gaulle. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. On peut arriver à n'importe moment. Moi, ce que je pense, c'est que Marine Le Pen peut être élue président de la République. C'est pas le plus probable, mais ce n'est absolument pas exclu. Et ça vous fait peur, apparemment? Personnellement, il se trouve qu'en effet, je ne suis pas favorable, mais le problème n'est pas là. Je ne fais pas un livre pour dire c'est pas bien, on s'en fout. C'est pour dire, imaginez, je vous aurais dit ça il y a 5 ans. Vous savez, Marine Le Pen peut aller président de la République. Vous m'aurez pris pour un fou. Du mec, aujourd'hui, ça vous choque pas que je dise ça. Bon, vous imaginez le nombre d'erreurs qu'il a fallu accumuler et répéter pour en arriver là, et en particulier d'erreurs de la part de ceux qui ont confisqué la lutte contre le Front National. Oui, messieurs, c'est vous qui l'avez confisqué. C'est vous qui nous avez dit comment il fallait lutter, comment il fallait se battre, qui a employé les arguments. Résultat, voilà. Donc, reconnaissez que vous êtes planté, reconnaissez vos erreurs. Absolument. Et c'est non seulement reconnaissez vos erreurs, mais reconnaissez qu'on ne pourrait pas continuer comme ça. En tout cas, on se retrouve très vite. Jean-Marie? Absolument. Après une petite pause. Au 0826 300 300, c'est pas une pause d'ailleurs, sur les informations. C'est important de se rafraîchir aussi la mémoire sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde sur Sud Radio. On est toujours avec notre invité Jean-François Kahn, auteur de ce livre qu'on vous recommande, évidemment, Droit dans le mur, publié chez Plomb. Dans quelques instants, André Berkoff et Jean-François Kahn répondent à vos questions. 0826 300 300. À tout de suite. Nous avons parlé de la grève des médecins qui ne fait que commencer, et nous avons parlé longuement avec Jean-François Kahn pour son livre Droit dans le mur. Et c'est vrai, est-ce que nous allons droit dans le mur? On en parle avec vous, auditeurs de Sud Radio. On vous écoute. Et je rappelle que Droit dans le mur est publié aux éditions Plomb. Tout de suite, 0826 300 300, on accueille Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour M. Berkoff, bonjour M. Kahn, bonjour Jean-Marie et bonjour tout le monde. Bonjour à vous. J'appelle au sujet donc des médecins qui ont démissionné, donc la dame néphrologue qui parlait ce matin, qui avait l'air de regretter qu'elle aimerait retrouver de l'influence dans les décisions hospitalières. Oui. Alors moi je suis infirmier, je travaille en psychiatrie, je travaillais auparavant en soins généraux. Oui. Alors moi les médecins ne sont tout de même pas formés pour être des gestionnaires. Alors c'est pas voilà. Alors on a des gestionnaires qui sont effectivement très durs maintenant, là, on le sait, on le subit. Moi, mon hôpital le subit. Oui. On taille un petit peu dans le vif, mais il est nécessaire de faire sans doute ce comptage, cette comptabilité. Avant tout cela, dans ma petite vie, j'ai été aussi délégué médical au début de ma carrière. Et des médecins que je croisais, qui s'occupaient par exemple de gens à domicile, etc., ils trouvaient absolument terrible l'installation de ces énormes unités hospitalières, comme par exemple, puisque je suis à Bordeaux, le centre hospitalier de Pellegrin, qui sont des gouffres financiers, etc., et qui sont au fil des ans, parce qu'on est dans cette société absolument immonde d'administration, qui sont complètement bouffés par l'administratif. Il faut engager des gens, donc avec des emplois qui vont avec, pour établir le protocole, la procédure dont il faut vérifier le vrai. Est-ce que la fichette pour le lavage des mains doit être affichée à 40 cm de l'évier, toutes les formes
formalités, tous les règlements, voilà. Oui. Autre exemple, Ouais, en psychiatrie, Sarkozy, bon, pour qui j'ai voté, mais bon, il a quand même supprimé la police de proximité et instauré un espèce de contrôle des juges. Vous savez qu'en psychiatrie, il y a des personnes qui sont hospitalisées d'office, SDT, SDRE, et donc il y a des certificats médicaux qui doivent être produits tous les mois, tous les 6 mois, pour justifier de leur hospitalisation. Et bien tout ça, c'est contrôlé par des juges. Parce que les administratifs, comme Sarkozy ou autres, ne pensent que lorsqu'on est obligé de contenir quelqu'un dans différents domaines, c'est automatiquement assimilé à de la prison, etc. Alors que c'est du soin. Certaines psychologies nécessite ce genre de choses. Et bien maintenant, on a donc des personnes qui se retrouvent face à des juges, alors des gens qui sont dans des toutes-puissances maladives en profitent pour essayer de demander et ça ne change rien. Oui, il y a certainement eu de temps en temps des dépassements. Quelqu'un qui a été en SDT un peu trop longtemps, le certificat qui n'est pas arrivé le bon jour. Tout à fait, très bien, ça peut arriver. Mais encore une fois, pour quelques erreurs administratives qui peuvent se produire, on renforce une mainmise de l'administration. Donc, avec le coût que ça représente en transport, je peux vous dire que moi, dans mon service, chaque fois qu'on doit amener des gens, vous mobilisez une ambulance, un chauffeur, un infirmier pour l'accompagner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus un infirmier de permanence pour surveiller les entrées et les sorties face aux juges. Et les juges qui ne connaissent rien à rien, qui comprennent rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que suivre le certificat que leur a fourni le médecin pour qu'ils puissent. Il y a un greffier qui se déplace, et ainsi de suite. Donc, les médecins devraient se battre. Lorsqu'on leur impose certaines choses, ils devraient hurler. Tout ce qui leur tombe dessus, les gynécologues, les anesthésistes, etc., ils devraient dire non, on refuse. Mais le problème, c'est qu'on est absolument attaqué par des juges et donc cette administration énorme dans les hôpitaux mange un argent pas possible. Vous rejoignez. Alors elle n'est pas évidemment le docteur que nous avons reçu, à Sud Radio, n'est pas dans la psychiatrie. Mais vous la rejoignez sur le poids de l'administration quand même. D'une autre façon, vous dites il faut de la gestion, mais elle n'a pas affaire au juge. Elle est néphrologue, donc c'est pas du tout le même cas que vous. Mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a un rapport extrêmement compliqué entre la nécessité de l'administratif et puis ce qui est le plus important, c'est le soin, la rencontre humaine avec les soins. C'est ça. Alors, moi, j'ai été aussi en soins généraux, et l'administration est la même. Là, je vous parlais de secteur, mais c'est pareil. Regardez le nombre de choses qu'il faut... Enfin, je sais pas, vous le voyez pas, mais le nombre de papiers qu'il faut produire lorsqu'il y a une hospitalisation, le nombre de... On le sait, hélas. C'est énorme. Alors, on ne parle même pas des remboursements lorsqu'il faut prendre en compte les remboursements de taxis, d'ambulances, de ceci, etc. Ça demande un travail administratif absolument énorme. Mais bon, on a les 35 heures, on travaille. Alors, je suis content d'avoir mes petites 35 heures. Oui. Mais quand on me demande alors, mais tu travailles beaucoup, je leur dis non, je suis à mi-temps. Pardon, comment ça fait à mi-temps? Oui, je suis à 35 heures. Avant, je travaillais 40-45 heures, 60 heures. Ça m'est arrivé dans ma petite carrière. Je dis pas que c'est bien. Non, c'est bien d'avoir une vie familiale et je suis très content d'avoir mes 35 heures. Mais je me rends compte aussi du boulot qui n'est pas fait derrière. Je comprends, Frédéric, mais en tout cas, votre analyse, c'est très bien que vous donniez ce point de vue-là, qui est différent, effectivement, du point de vue que nous avons entendu. C'est très compliqué, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'en aucun cas, l'hôpital ne doit devenir une entreprise où seul ne compte que la rentabilité et justement le retour sur investissement. Merci Frédéric. Allez, on quitte la Gironde et on part dans l'Hérault, 0826 300 300. On retrouve Bilal. Oui, bonjour Bilal. Oui, bonjour André, bonjour Jean-François. Jean-Marie et Jean-François, pardon. Oui, Jean-François. Autant pour moi, je suis désolé pour toi, je l'admire. Les gens, il y en a tellement, des particules. Oui, c'est pas grave. Allez-y Bilal, allez-y. Moi, je voulais parler de l'extrême centre, de la France en Reich et de la loi Avia. Donc, pour savoir qu'il y a déjà des censures, des blocages par les administrateurs eux-mêmes, par Facebook, c'est extrêmement facile, les gens peuvent se bloquer entre eux, c'est comme sur Twitter, vous voyez. Donc Zuckerberg a rencontré Macron plusieurs fois, on sait qu'ils ont, pour moi, ils ont fait des petits business pour censurer, d'ailleurs ça se ressent vraiment au niveau des utilisateurs. Facebook et le site en France est plus censuré qu'au Soudan. Ah bon Soudan. Carrément. Oui. Oui. On va vérifier ça, Bilal, mais c'est intéressant. C'est possible, hein. Je ne dis pas que vous avez tort, hein. C'est possible.
Moi-même, gilet jaune, je vais un peu sur la France insoumise, écologique et tout. Je me suis fait bannir de certains sites et je suis bloqué pour la 7e fois 8 jours, depuis vendredi jusqu'à samedi prochain. Ouais. Donc la loi Avia, c'est vraiment comme le reste, c'est faire de la musique pour occuper les gens jusqu'aux élections, etc. Ouais. Après, il y a des trolls aussi, il faut en parler, des gens qui se masquent derrière des profils pour vraiment engrainer, comme on dit, c'est-à-dire énerver des utilisateurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont utilisés pour ça, c'est vrai. Voilà, après, je voulais revenir sur la liberté avec M. Castaner qui voulait interdire les manifestations quand même. Il a interdit la couleur jaune. Donc, on va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bravo, la France en Reich, merci encore pour tout. Et franchement, ça va plus dégager, quoi. Je comprends. Bilal, je voudrais justement demander à Jean-François Kahn ce qu'il en pense de cette histoire de la liberté d'expression. Parce que c'est vrai, tout le monde parle de la liberté d'expression, mais beaucoup ne pensent qu'à une chose, c'est de la limiter ou de l'encadrer d'une manière ou d'une autre. Ben ouais, vous avez répondu, tout le monde. En fonction de ses propres opinions, tout le monde et de ses l'encadrer. intérêts, vous voulez dire. Je connais peu de gens qui soient pour la liberté d'expression et qui acceptent de l'adapter à des gens qui ne pensent pas comme eux. Mais c'est terrifiant quand même. Ce que disait Voltaire, quand même, c'est pas nouveau. Oui, bien sûr. Vous croyez, non mais est-ce que vous croyez que, non mais attendez, est-ce que vous ne pensez pas, vous avez connu ce temps moi aussi, est-ce que du temps de De Gaulle où il y avait Harakiri, où il y avait Desproges, où il y avait tout ça, est-ce que la liberté d'expression, je dis pas qu'on était plus libre qu'avant, etc., ça ne veut rien dire, mais est-ce que la liberté d'expression n'était pas plus forte au moment, d'ailleurs je me rappelle, vous étiez là-bas, Polac, droit de réponse, etc. Est-ce que honnêtement, à la télévision aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait entendre Desproges, Coluche, Harakiri, droit de réponse? Non, c'est pareil. Ça, faut Vous pensez que ça n'a pas changé? Ce qui a changé dans les médias, d'abord, par rapport à ce que j'ai connu moi, et peut-être ce que vous avez connu vous-même, quand j'ai commencé, vous savez que je suis né sous Clémenceau quand même. Donc, mais vous n'étiez pas en 14-18, je rassure les auditeurs de Sud Radio. C'est qu'il y a plutôt des progrès. C'est-à-dire la presse est plus indépendante, la presse est plus libre, les journalistes sont plus cultivés, ont un horizon plus large. Il y a une certaine... Le problème, c'est d'abord que le pluralisme de la presse s'est réduit. Aujourd'hui, il y a 3 journaux qui font l'opinion, pour ne pas dire 2, alors il y en avait 14. Bon. Et que la tendance des journalistes, en particulier des journalistes qui sont installés à Paris, hein, et c'est eux qui font l'opinion, c'est de penser tous pareil. Mais en toute liberté, en toute indépendance. Mais leur formation étant la même, ils habitent au même endroit, ils se retrouvent dans les mêmes lieux, ils lisent les mêmes livres, et donc ils ont tendance à penser tous pareil. C'est ça le vrai problème. Et quand le peuple ne pense pas comme eux, ils considèrent que le peuple est sale, d'où l'obsession du populisme. D'où brèche, on dissout le peuple, quoi. Voilà. C'est ça, non, mais vous l'avez... Attendez, ces milieux, vous les connaissez, hein, vous avez fondé des journaux, vous avez travaillé à l'Express et ailleurs, etc. Mais quand même, c'était pas le cas il y a encore 30 ans. On pensait pas pareil. Je veux dire, vous aviez des opinions, des journaux. Oui, à cause du pluralisme. C'est pas qu'on interdit aujourd'hui ce qu'on permettait hier. Ça, c'est pas vrai. C'était qu'il y avait une pluralité d'expression qu'il n'y a plus aujourd'hui. Oui, d'accord. Y a-t-il un... Alors, on remercie Bilal. Oui. On remercie Bilal qui nous appelait de l'Hérault. On retrouve tout de suite Frédéric dans le Gard au 0826 300 300. Oui, bonjour Frédéric. Oui, bonjour Jean-François, bonjour Jean-Marie, bonjour à toutes les auditeurs. Donc du coup, moi j'aimerais m'exprimer sur la loi Avia, qui est une loi liberticide où c'est un grand danger, Et pour dire, aujourd'hui, hier, j'étais en colère, et aujourd'hui j'ai la haine. Et cette haine contre ce gouvernement, parce que c'est eux qui accélèrent vraiment les choses. Donc ils veulent faire passer cette loi où en fait un journaliste ne pourra même pas reprendre un contenu haineux et le mettre sur une page ou sur un réseau social, parce qu'en fait il sera condamné par des algorithmes qui géreront en fait tout ça, parce que et le problème ce sera supprimé automatiquement, vous voulez dire, c'est ça? C'est ça, et en plus c'est la police qui se fera juge, parce que une citation haineuse d'un groupe terroriste, on peut la reprendre et la condamner et l'argumenter, vous voyez, pour dire que c'est une connerie comme on l'a fait aujourd'hui. Mais là, je vais vous dire un truc, c'est qu'aujourd'hui on est en guerre. Là, ce gouvernement, en fait, il nous écoute plus. Ils disent en permanence qu'on est trop bête. Quand on entend la porte-parole du gouvernement qui nous dit qu'on comprend pas, en fait, la réforme des retraites, je parle de la réforme des retraites. C'est là où, en fait, la haine va arriver. Et moi, j'appelle, vous savez, vous avez le générique de votre émission, c'est l'appel du général de Gaulle. La radio Londres. Et là, il faut qu'on rentre en résistance.
Et moi, j'appelle vraiment le peuple à s'unir, les humanistes, avec les écologistes et tout ça, à prendre la mesure du problème, avec tous les philosophes qui sont de bonne conception, parce qu'il y a des philosophes qui sont avec le pouvoir, évidemment. Mais là il faut vraiment prendre le problème par le corps, parce que là, aujourd'hui, on rentre dans un domaine où on va perdre énormément. On vous a entendu, Frédéric. Jean-François Kahn, vous savez qu'on reçoit beaucoup de ça. On reçoit beaucoup des gens comme ça qui n'en peuvent plus. Ouais. Qui a forcément changé, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. J'ai connu des périodes où le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, avait 80% des milliards en sa faveur. Hein, c'est pas toujours. Balladur, par exemple, le début de Balladur, il y avait un engouement absolument pas. Le début de Sarkozy, pas la fin. Bon. Ou Jospin, au moment quand. Là, c'est la première fois où l'énorme majorité des médias sont d'opposition. Pour la raison qu'on a dit, forcément, puisque d'opposition à Macron, les médias. Dans l'ensemble, c'est plutôt d'opposition. Le Monde, prenons l'exemple sur Le Monde, par exemple, a été déchaîné sur les... Pas sur Macron. Non, mais sur la politique de Macron, sur le mouvement social, sur les Gilets jaunes, déchaîné. Canard enchaîné, déchaîné. Marianne est déchaîné. Le Figaro l'est un peu moins, mais quand même est plutôt... L'Opinion, les Échos, le Parisien... Voilà, les Échos. Mais dans l'ensemble, c'est la première fois que la majorité des médias, c'est pas la même opposition. Certaines c'est de droite ou de gauche, où la majorité médiatique est plutôt d'opposition. Ça c'est un aspect nouveau. Cela dit, moi vous avez déjà vu un type sur les médias, les réseaux sociaux, qui vous attaque avec une violence inouïe, vous savez, incroyable. On va vous découper en rondelles, vous êtes un pourri, un salopard, un machin, je vais vous crever les yeux, etc. Il m'est arrivé 2 fois de pouvoir savoir qui c'était. Ah oui. Et alors, c'est toujours des petits mecs tout frêles, tout petits, tout timides, qui feraient très gentils, qui ne feraient pas de mal à la mouche, etc. C'est ça qui est incroyable aussi. Mais écoutez, c'est ça qui est bien, Jean-François. Tant que vous serez attaqué par des gens, c'est que vous êtes vivant. C'est ça l'essentiel. Ça vaut mieux. Merci à vous, Jean-François Kahn. Je rappelle la référence de votre ouvrage Droit dans le mur, publié chez Plomb. Merci André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. Vous parliez de l'époque du bulldozer de Vitry. Mais justement, Jacques Pessis, dans quelques instants pour les clés d'une vie, reçoit l'un des meilleurs imitateurs de Georges Marchais, Pierre Douglas sur Sud Radio. Belle journée à vous.